Mes chères Grenésiennes et mes chers Grenésiens, bienvenue dans ce nouveau JT du Grenier Grenian où je vais autofoquer l'autofocus autofocant. Je sais, il y en a qui me demandent pourquoi je passe pas en mode manuel, mais mes pauvres, si vous saviez comment je suis pas doué, comme on dirait pour chez nous. Voilà, et bien écoutez, bienvenue, vous avez vu le titre, oh, on va bien s'amuser aujourd'hui. Et donc, n'oubliez pas, c'est réalisé sans montage, sans trucage, en direct et en différé de votre grenier préféré. Et me voilà, je fais mon apparition avec mon autofocus qui est enfin réglé. Au secours, l'Eurocalypse revient, crise de l'euro saison 2. Si vous avez aimé la saison 1, vous allez adorer la saison 2. Mes amis, ça va être exceptionnel. Allez, venez, je vous emmène, on va voir ça ensemble. Alors, c'est quoi cette histoire de crise ? Souvenez-vous, je vous avais fait une vidéo il y a quelques semaines de ça, où je vous disais, après la crise sanitaire, vive la crise financière, et donc fin de la crise sanitaire, début de la crise financière. Et donc on est en train de voir cette crise financière qui est en train de s'installer, elle est en train de monter, elle est en train d'arriver, et on a des indicateurs, alors encore une fois, pas de vérité absolue, intangible, mais des réflexions, des analyses qu'on va pouvoir avoir à partir d'éléments tout à fait concrets, mesurables. On va faire un petit peu d'histoire, un petit peu d'économie, et puis on va regarder aussi quelques indicateurs très précis, et vous allez voir qu'il y a de quoi, s'inquiéter. Alors, un mot savant, les hétérogénéités. Voilà, c'est un mot, ça fait peur. Hétérogénéité, qu'est-ce que c'est ? Alors, en économie, les hétérogénéités, excusez-moi, je prends mon temps pour le prononcer, est hétérogène, ce qui manque d'unité, qui est composé d'éléments de nature différente. Et quand on parle de la zone euro, il y a plein d'éléments de nature différente. Par exemple, vous avez quelque chose qui s'appelle la Grèce, vous avez une autre chose qui s'appelle la France, puis vous avez encore autre chose qui s'appelle l'Italie, le Portugal, l'Espagne, et puis vous en avez d'autres, des trucs très très sérieux qui s'appellent l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche. Et là, ça rigole un petit peu moins. Plus on monte vers le nord, comme ça, moins on est rigolard. Enfin, c'était très très à une grosse ordre sur la comptabilité publique. Donc évidemment, la rigueur allemande versus ou comparée à la créativité latine. Il ne s'agit pas d'être méchant ou d'avoir des espèces de mettre les pays dans des cases, mais globalement on a bien une créativité plutôt latine, on a bien une rigueur plutôt germanique, et il y a toujours un peu cette différence entre les nordiques et les nordistes et les sudistes. Alors, est hétérogène ce qui manque d'unité, et donc en Europe, nous avons, et nous le savons depuis le départ, nous avons des hétérogénéités extrêmement importante et qui donc menace systématiquement et la création de l'euro et la vie de l'euro après. On va voir tout ça ensemble. La zone euro est donc hétérogène depuis le départ, puisqu'il n'y avait rien de commun entre les économies que je vous ai citées. Les critères de Maastricht, souvenez-vous, pour les plus anciens, ceux qui n'étaient pas nés en 1992 ou qui étaient trop petits pour se souvenir de toutes ces histoires de débats, de référendums, etc., eh bien, vous avez des critères de Maastricht. Et ces critères de Maastricht, c'était 3% de déficit, 60% maximum de dette sur PIB, et c'était pour faire quoi ? C'était pour faire de la convergence, puisqu'on était hétérogène. Donc ce qui est hétérogène, il fallait le faire converger vers quelque chose de commun. Et c'était parce qu'on pouvait faire converger nos économies vers quelque chose de commun que nous étions capables, évidemment, de créer, de mettre en place une monnaie unique. Alors certains vont me dire, c'est pas unique, c'est commun. D'accord, on s'en fiche, c'est une monnaie. Ça, c'est des arguties sémantiques. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une monnaie au sein de la zone euro. Alors, vous pouvez discuter autant que vous voulez du sexe des anges et du fait qu'elle soit unique ou commune. Enfin, en attendant, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule monnaie pour un certain nombre de pays qui font partie de la zone euro, et que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est comme ça. Moi, personnellement, vous allez voir plein de choses à vous dire sur la complexité technique et d'une telle aventure. Les risques d'explosion de l'euro sont toujours liés donc aux hétérogénéités.
Si vous avez un euro qui est menacé, une monnaie unique qui est menacée, c'est parce qu'elle est menacée par des divergences, c'est-à-dire des hétérogénéités économiques au sein de la même zone. Alors là, c'est écrit en petit, mais vous pouvez taper les critères de convergence du traité de Maastricht, Banque nationale de Belgique, et vous aurez toute cette belle explication très précise pour ceux qui veulent aller plus loin sur ce qu'étaient les critères de convergence. Et oui, il a fallu faire converger nos économies hétérogènes et donc qui étaient divergentes. C'était très divergent. La lire italienne ou la pesetas espagnole, ça passait son temps à être dévalué. Le franc français un peu moins, mais enfin, c'était pas terrible. Et puis le mark allemand, il était bien entendu très fort, de même que le franc suisse. Bon, donc vous voyez, on avait des grosses différences entre les monnaies, et donc on a défini un certain nombre de critères. Donc je vous les lis très vite pour ceux qui ne verraient pas. Une inflation basse avec un taux d'inflation moyen qui ne pouvait pas dépasser de plus de 1,5 la moyenne de ceux des 3 États membres présentant les meilleurs résultats en termes de stabilité des prix. Donc on prenait les 3 pays qui avaient l'inflation la plus basse, on en faisait une moyenne, et le pays qui avait la plus mauvaise inflation ne devait pas faire 1,5% de plus que la moyenne. Donc si la moyenne était de 2%, eh bien, il ne fallait pas faire de plus de 3,5%. Vous voyez, donc on essayait de faire converger les taux d'inflation. Ensuite, il fallait des finances publiques saines. Le déficit public ne peut pas être supérieur à 3% du déficit de PIB, déficit pas plus de 3% du PIB, et 60% de dette sur PIB maximum. C'était les 2 critères des finances publiques saines. Des taux de change stables et un taux d'intérêt bas. Alors pareil, même principe que même principe que sur l'inflation, c'était la moyenne des 3 États membres, et donc si les taux allemands étaient à 1%, bah là c'est 2% de plus, maximum pour le plus mauvais, et bah, il ne pouvait pas avoir plus de 3% de taux d'intérêt quand il allait se financer sur les marchés. Et donc là, on était dans une convergence économique, on devait faire converger nos économies. Donc pour avoir une monnaie unique dans une zone hétérogène, il faut évidemment la rendre homogène. Et il fallait rendre homogène nos économies, et donc il fallait les faire converger. C'est pour ça qu'on a mis en place ces critères. Et pour ceux qui se souviennent ou qui ont la mémoire un petit peu longue, et puis pour ceux qui ne savent pas, je vais vous l'expliquer, pour pouvoir converger, eh bien en Grèce, on avait notamment fait des petits arrangements comptables. Et on avait fait tellement de petits arrangements comptables pour pouvoir présenter des comptes convenables pour la Grèce pour qu'elle puisse rentrer dans l'euro, et bien que, évidemment, quand il y a eu en 2011 la première crise de l'euro, tous les artifices comptables qui avaient été utilisés sont ressortis. Je ne vous dirai pas que ça avait été fait par une banque notamment qui s'appelle Goldman Sachs, et que à cette époque-là, c'était quelqu'un qui s'appelait Mario Draghi, qui par la suite deviendra gouverneur et président de la Banque Centrale Européenne, la BCE, qui avait aidé notamment quand il était chez Goldman Sachs à, on va dire, optimiser, améliorer, ou que dis-je, présenter de manière convenable les comptes de la Grèce pour qu'elle puisse rentrer dans la zone euro. Alors regardez, divergence, convergence, c'est divergence. Ça se voit bien. Donc ici, on est en 95. Donc en 1995, ça, en violet, c'est les taux de la Grèce, on est à plus de 18%. Et puis, donc chaque pays a sa couleur, l'Italie est en jaune, etc. On s'en fiche. Et vous voyez que tous les taux vont converger. Voilà. Et donc, ils vont converger, et de, globalement, l'an 2000 jusqu'à 2009-2010, les taux de la zone euro vont rester extrêmement convergents. Donc on était divergent avant l'euro, on converge avec la mise en place de l'euro, on reste bien convergent et bien homogène tous pendant une dizaine d'années, et arrive la première crise en réalité, d'accord, de 2000 à 2010, vous n'avez pas de crise importante. Vous avez l'explosion de la bulle Internet, mais c'est
avant tout une crise boursière, une crise financière, mais d'ampleur modeste. Vous avez des gens qui étaient investis très fortement en bourse, qui perdent beaucoup d'argent, mais enfin, ça s'arrête à peu près là. Vous avez les attentats du 11 septembre 2001. Là, c'est pas drôle. Le monde s'arrête, mais ça repart assez rapidement. Là non plus, vous n'avez pas une catastrophe absolue. Il faudra attendre la crise des subprimes 2007-2008 pour que nous ayons un baptême du feu pour la zone euro. Et donc, c'est la première crise. Et vous voyez qu'à la première crise, eh bien, évidemment, les taux d'intérêt redivergent complètement. Donc là, on est sur les taux d'intérêt, les taux d'emprunt de chaque pays. Et donc là, la Grèce va à nouveau emprunter à 17-18% avant que Mario Draghi, que l'on retrouve à ce moment-là à la Banque Centrale Européenne, il vient juste de remplacer Jean-Claude Trichet, le français, et c'est Mario Draghi qui va dire, et qui va sauver l'euro entre guillemets en disant « Je ferai tout ce qu'il faut pour sauver l'euro et croyez-moi, ce sera suffisant ». Et donc évidemment, les banques centrales ont des moyens illimités, donc les marchés ne jouent jamais contre une banque centrale, qui par définition imprime la monnaie. Et donc c'est comme ça qu'on va reconverger, comme vous allez pouvoir le voir plus tard. Mais gardez bien en tête ce graphique, divergence, convergence avec la mise en place de l'euro, et divergence, on est 95-2000, on diverge, après, donc en fait, on est divergent mais on converge, après 2010, on est tout à fait homogène et convergent, et après on rediverge à la première grosse crise qui est celle des subprimes. Retenez ce graphique. Alors, maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'on a des divergences à nouveau dans la zone euro? Et la réponse, hélas, elle est oui. Et 3 fois oui, donc nous avons des divergences très grandes sur la balance commerciale. Je vous avais déjà montré ce graphique dans une vidéo précédente. Et donc l'Allemagne, c'est plus de 128 milliards d'euros d'excédents commerciaux. La France, c'est 75 milliards d'euros de déficit commercial. Ça nous fait une divergence de 300 milliards, évidemment. C'est considérable au niveau de la zone euro. Vous retrouvez France, Grèce, Roumanie, Espagne qui enregistrent des déficits colossaux, vous les avez ici, et puis vous retrouvez globalement l'Allemagne, l'Irlande, les Pays-Bas qui ont des excédents commerciaux majeurs, et l'Italie qui évidemment reste très industrieuse, notamment l'Italie du Nord, qui est un pays très industrialisé en réalité, qui exporte beaucoup plus que la France et qui a su sauver une grosse partie de ses industries. Et donc ça se voit aujourd'hui dans les excédents commerciaux de l'Italie. Et ce sont ces excédents commerciaux de l'Italie qui pour le moment sauvent un peu l'Italie, puisqu'évidemment ça fait rentrer de l'argent en Italie. Alors n'oubliez pas qu'un excédent commercial, vous vendez à l'étranger, c'est-à-dire qu'il y a des sous qui rentrent chez vous. Un déficit commercial, vous achetez beaucoup plus que vous ne vendez, et donc forcément c'est des sous qui partent de chez vous. Donc nous en gros en France, là on est bien sur un solde, on s'appauvrit de 75 milliards d'euros chaque année. D'accord? Donc chaque année, il y a 75 milliards d'euros qui partent de France pour aller vers l'étranger. C'est pas brillant, ça entraîne évidemment des déséquilibres financiers et l'appauvrissement de nos pays. Alors, si ça divergeait que sur la balance commerciale, ça ne serait pas bien grave. Évidemment, ça diverge sur les dettes, et là on voit très très bien visuellement sur la carte la différence entre pays du Sud, pays du Nord, pays de l'Ouest, pays de l'Est, ça se voit extrêmement bien. Donc les Pays-Bas, c'est 54% de dette sur PIB, l'Allemagne 70%, donc là on met l'Allemagne en orange, bon, ils sont très très loin quand même des 115%, en fait 116% pour la France, 206% de dette sur PIB, donc de 200% de l'équivalent du PIB en dette, donc 2 fois plus de dette que de PIB. Pour la Grèce, 118 pour Chypre, 120 pour l'Espagne, 134 pour le Portugal, 114 pour la Belgique. Vous voyez, c'est pas fameux. Vous avez les pays du Sud, vous avez les pays du Nord. Ici, vous voyez bien comment, par exemple, on pourrait se retrouver avec 2 euros, 1 euro du Sud, 1 euro du Nord, 1 euro fort, 1 euro faible, ou 1 euro plus faible. En tout cas, vous voyez bien la résolution monétaire qu'il pourrait y avoir et qui pourrait se faire, par exemple, avec l'hypothèse de 2 euros et une scission en deux de la zone euro, par exemple.
Là, vous avez les derniers chiffres, source Eurostat 2021. Hein, donc l'Italie, vous voyez là, c'est pour vous donner le détail, l'Italie ici, elle est donnée à 156% du PIB. En réalité, elle est à 160, d'accord, 209 pour la Grèce, 137,2 pour le Portugal. La France, nous sommes donnés à 118% de dette sur PIB par Eurostat. 118%. Bon. Voilà, c'est plus ce qu'on va faire cette année. C'est bien, on est en train tranquillement de se diriger vers 130% de dette sur PIB. Et puis vous voyez, l'Allemagne est ici à 71%. Donc les mauvais élèves qui sont là, les bons élèves qui sont là. Ça se voit facilement. À noter que tous ne sont pas dans la zone euro. On parle des États membres de l'Union. Et regardez. Vous vous souvenez ce graphique que je vous ai montré tout à l'heure, divergence, convergence, divergence, je vous l'ai remis, 95, 2000, 2010, la divergence, 2010, 2011. Et ça, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Alors bon, ça varie. Et donc là, vous avez les taux France, Espagne, Grèce, Allemagne, Italie. Donc la Grèce ici, l'Italie qui est là, suivi ici de l'Espagne. La France en rouge et évidemment le plus bas c'est l'Allemagne. On est au 8 février 2022, c'est de pire en pire. Donc vous voyez, globalement, nous sommes en train, si nous regardons ce graphique, bon jusque là on était à peu près bien. Et vous voyez qu'on a une tendance et qu'on a un indicateur très fort à surveiller. Et où là on peut être à l'aube à nouveau d'un mouvement important de divergence. Alors vous voyez que la Grèce a 2,44 de taux. Si la Grèce était à 18%, aujourd'hui elle est à 2,4%, donc il n'y a pas le feu au lac, comme diraient nos amis suisses. Mais avant d'arriver à 18%, vous voyez, on avait bien convergé là. Hein. Donc le problème, c'est qu'on est peut-être effectivement à un moment charnière qui est ici et qu'on constaterait peut-être un début de divergence majeure et massive. Et je pense que les marchés vont aller tester évidemment la crédibilité de la Banque Centrale Européenne et la manière dont la Banque Centrale Européenne va cette fois-ci aussi sauver ou pas l'euro. Donc ça diverge considérablement entre les taux grecs, italiens et allemands par exemple. Et si vous avez une différence de taux et un différentiel de taux, ça s'appelle en langage financier de marché le spread de taux. Cette différence de taux, hein, le spread c'est l'écart en anglais, eh bien c'est un indicateur très fort de divergence économique majeure au sein même de votre zone euro. C'est évidemment un indicateur avancé de crise. Et ça, c'est clignota, ce n'est pas une bonne nouvelle. Si les économies de la zone euro divergent, alors l'économie, encore une fois, c'est extrêmement simple. Soit cela diverge jusqu'à l'explosion, soit cela va diverger jusqu'au moment où nous allons réussir à refaire converger. Et donc, soit nous avons un moment où, effectivement, on était là, là, en fait, c'était la même chose et on s'est remis à converger. Hein. Par la suite, après, on se remet à converger. Et donc, soit on se remet à converger, soit effectivement, on va se diriger vers l'explosion. Et l'explosion, c'est quoi? C'est soit un retour en panique, en mode panique, chacun a sa monnaie nationale, soit c'est l'arrivée de 2 euros, 1 euro du nord, 1 euro du sud, ou alors c'est 2-3 grosses économies qui sont bien gérées, type Allemagne, Autriche, Pays-Bas, qui sortiraient de la zone euro et qui laisseraient l'euro pour les autres, ce qui atténuerait, évidemment, vaut mieux que les maillons forts sortent de l'euro plutôt que l'euro sorte les maillons faibles. C'est moins douloureux évidemment de faire sortir les bons élèves que de faire sortir les mauvais pour ceux qui sortent, évidemment. Ou alors on se met à converger à nouveau parce qu'on a trouvé des moyens de reconverger. Alors regardez, les sommets de la dernière chance, ce sont des articles de 2011 que je vous ai remis. Ici, on est en décembre 2011. Celui-là, c'est un article de octobre 2011. Et à cette époque-là, à chaque fois qu'ils se rencontraient, là, tous les 15 jours, la presse titrait « Sommet de la dernière chance ». Et donc, Nicolas Sarkozy, qui à l'époque était président de la République, tous les 15 jours, c'était un sommet de la dernière chance. Et tous les 15 jours, il
sauver la zone euro à lui tout seul avec ses petites mains, ses petits bras. Angela Merkel, c'était pareil. Pourquoi les sommets de la dernière chance? C'est parce que l'euro était tout simplement en pleine divergence, comme je vous l'avais montré ici, et donc on était menacé d'explosion. La zone euro était ni plus ni moins menacée d'explosion. Et donc, les gens étaient extrêmement inquiets à l'époque, et il y avait de quoi. Et la zone euro a été sauvée uniquement, en réalité, parce que la Banque Centrale Européenne a tout simplement fait une politique qui était interdite par les traités de l'époque. Voilà. Ce qui faisait la crise de la zone euro, c'était que on n'était pas censé racheter les dettes, monétiser et financer par la création monétaire les fins de mois difficiles de la Grèce, de l'Italie, de la France ou de l'Espagne. Ce que l'on fait aujourd'hui allègrement avec les différents programmes de rachat d'actifs, qui est le PEPP, qui est programme pandémique d'urgence, où on rachète autant qu'il faut de dettes souveraines, ou l'APP, qui est un programme de rachat d'actifs qui lui existe depuis maintenant 2014, et dans lequel la Banque Centrale Européenne rachète de 15 à 80 milliards d'euros chaque mois d'obligations, c'est-à-dire de dettes émises notamment par les États, sans que cela pose de problème à personne, alors qu'évidemment c'était rigoureusement interdit par les traités européens, mais c'est à ce prix-là que nous avons sauvé la zone euro dans les sommets de la dernière chance. Et puis, dans ces sommets, on avait créé plein de mécanismes, plein de bidules, plein de machins, un fonds monétaire européen, puis un FESF, c'était un fonds européen de stabilité financière, et puis finalement tout ça, ça s'est transformé. Aujourd'hui, nous avons d'ailleurs toujours un MES, qui est un mécanisme européen de stabilité, et donc le mécanisme européen de stabilité a pour objet de maintenir la stabilité financière de la zone euro, et il peut prêter jusqu'à 80 milliards, en fait, il a un capital, aujourd'hui le MES dispose d'un capital de 80 milliards d'euros. Alors 80 milliards d'euros, c'est à peu près rien du tout à l'échelle de l'Union européenne, vous imaginez bien, c'est rien. Le PIB de la France, c'est 2500 milliards d'euros, en gros, pour vous donner un ordre d'idée. Donc quand on parle de la dette française qui a plus de 120%, enfin on va dire qu'il y a 120% de dette sur PIB, c'est-à-dire que la dette française, c'est 3000 milliards d'euros. Voilà. Donc 3000 milliards d'euros, 80 milliards d'euros, vous n'allez pas loin évidemment, mais surtout ce qui est très intéressant, c'est la manière dont fonctionne ce MES, et je vais y revenir par la suite. À cette somme s'ajoute 620 milliards d'euros de capital exigible, pas exigé mais exigible, des États membres. Concrètement, en cas de difficulté d'un État, 80 milliards d'euros peuvent être immédiatement versés pour le renflouer, et surtout, le MES peut mobiliser 620 milliards d'euros supplémentaires en faisant un appel à cotisation auprès de ses États membres. Et c'est là que c'est drôle. Je vous le dis autrement. Des pays surendettés comme la France, l'Italie ou l'Espagne vont devoir verser au MES de l'argent qu'ils n'ont pas pour que le MES puisse le prêter à ces mêmes pays en difficulté en imposant en plus des contreparties. Celui qui ne voit pas la débilité du truc, je ne peux pas grand-chose pour lui. Donc le MES, évidemment, c'est un truc complètement vaseux, complètement foireux, vous me pardonnerez l'expression, mais on est dans quelque chose qui est complètement délirant quand on y réfléchit. C'est-à-dire que évidemment, donc les États membres alimentent le fonds en fonction de leur richesse. Donc en fait, c'est l'Allemagne, l'Allemagne c'est 30%, la France c'est 25%, l'Italie c'est 20%, l'Espagne c'est peut-être 15%. Bon, donc en fonction de leur richesse, en fonction de votre classement, de la taille de votre PIB, vous abondez, vous versez plus ou moins dans le MES. Vous imaginez que si demain c'est la France qui est en difficulté ou l'Italie, c'est-à-dire la France c'est la deuxième économie de la zone euro, l'Italie c'est la troisième économie de la zone euro. Aujourd'hui, c'est à part l'Allemagne, et encore l'Allemagne avec 70% de dette sur PIB alimenterait aussi le MES avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Nous alimentons un fonds avec de l'argent que nous n'avons pas pour se le reprêter à des pays qui ont abondé dedans avec l'argent qu'ils n'avaient pas pour qu'on le leur reprête. Enfin, on est dans quelque chose qui, évidemment, ça je vous l'annonce dès maintenant, ça va pas marcher. Voilà. La seule chose qui va marcher, c'est que
pour être aidé, eh bien, vous aurez des contreparties, et notamment, vous savez, les fameuses réformes. On vous dira réforme des retraites, réforme des privatisations, des machins, etc. Toutes les cures d'austérité qu'on a, par exemple, imposées à la Grèce. Vous l'avez compris, nous allons vers une nouvelle crise en Europe, et nous allons vers une nouvelle crise de l'euro. Sortie de crise sanitaire égale crise financière, et cette crise financière, elle est en train de se mettre en place sous vos yeux. Vous avez la bourse qui commence à évidemment hésiter sacrément, elle est plutôt orientée à la baisse, on n'est pas encore dans un crack franc et massif, mais enfin bon, au rythme où ça va, il ne devrait pas tarder. Donc vous avez un problème sur les marchés financiers, vous avez un problème sur les marchés obligataires, vous avez l'or qui est plutôt orienté à la hausse alors qu'il devrait baisser puisqu'on annonce des taux d'intérêt. Vous avez les banques centrales qui veulent sortir évidemment de leur politique monétaire accommodante, ça veut dire que les taux commencent à se tendre à nouveau pour les emprunts d'État, et donc qui dit taux qui deviennent de plus en plus élevés pour les emprunts d'État dit risque d'insolvabilité des États qui sont surendettés, et intervention du MES et divergence, et donc évidemment crise majeure au sein de la zone euro. Alors pour ceux qui sont abonnés à la lettre stratégie, c'est le moment de vous repencher sur le dossier comment survivre à l'eurocalypse, parce qu'en fait rien n'a changé. Une crise de la zone euro, c'est toujours une crise de la zone euro, et en termes de conséquences, c'est toujours la même sur votre patrimoine. C'est-à-dire vous pouvez échapper à une crise boursière, suffit yaka ne pas avoir d'actions en bourse, vous pouvez échapper à une crise obligataire, il n'y a qu'à ne pas avoir de fonds euros dans son assurance vie. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez absolument pas échapper à une crise monétaire, à une crise de votre monnaie. Et donc, si vous avez un problème sur l'euro, tous vos actifs sont en monnaie. Donc, vous ne pouvez pas ne pas détenir de monnaie, puisque vous avez vos salaires en euros, vous avez votre épargne en euros. Donc, tout ce que vous avez est évidemment libellé en euros, sauf ceux qui ne jure que par le bitcoin et autres crypto-monnaies dont ils calculent quand même les gains et les plus-values évidemment en euros. Donc c'est le moment de vous repencher là-dessus sur comment protéger son patrimoine d'une explosion de l'euro, comment débancariser et comment se dé-euroiser. C'est un petit clin d'œil à la dédollarisation, là c'est la dé-euroisation, et c'est plus difficile à dire avec l'euro qu'avec le dollar. La dédollarisation, c'est plus simple à dire que la dé-euroisation, mais vous voyez bien ce que ça veut dire se désensibiliser de l'euro. Eh bien, c'est pas simple, c'est jamais simple et c'est jamais facile de se désensibiliser de sa monnaie. Vous connaissez le principe de base, c'est pour se désensibiliser de la monnaie, il n'y a qu'à ne pas avoir de monnaie. Et pour ne pas avoir de monnaie, il faut évidemment privilégier les actifs tangibles ou les actifs qui ont une valeur par eux-mêmes en dehors de la monnaie. Votre maison, elle a sa valeur, peu importe la monnaie que vous utiliserez ou que nous utiliserons maintenant ou plus tard. La maison dans laquelle vous vivez, eh bien, elle valait 500 000 francs, elle vaut 200 000 euros, elle vaudra peut-être 3 millions de futurs nouveaux francs ou de futurs demi-euros de la zone euro-sud. Voilà. Donc, vos biens, vos actifs tangibles trouveront évidemment toujours une valeur. Alors, ça ne veut pas dire que l'euro va exploser. Là, on n'en est pas du tout là. On en est simplement aux prémices d'une nouvelle crise de l'euro que l'on voit tout à fait poindre, qui va être extrêmement logique dans les mois, semaines et mois à venir. On va passer une étape qui sera compliquée. Donc là, nous aurons politiquement à faire des choix entre plus d'Europe, plus de convergence, plus d'outils qui seront mis en commun, ou vers moins d'Europe. Et là, vous avez évidemment un affrontement très très fort. Vous avez des gens qui sont très pro-Europe, d'autres qui le sont beaucoup moins. Moi, je fais partie des gens qui voient toujours l'Europe avec beaucoup de scepticisme, parce que quand vous confiez à l'échelon européen votre destin, eh bien, vous n'êtes évidemment plus maître, vous n'avez plus de souveraineté, et quand vous n'avez plus la possibilité de battre monnaie, de faire vos lois, de décider de la paix ou de la guerre, eh bien, vous n'avez plus les attributs d'une nation, vous n'avez plus les attributs de votre souveraineté, et quand ce n'est pas vous
qui êtes en train de décider votre destin, ce sont les autres qui décident pour vous. Et les autres décident rarement dans votre intérêt à vous, ils décident dans leur intérêt à eux. Et ça, c'est aussi vieux que l'humanité. C'est pas parce que l'Europe serait plus méchante que n'importe quel autre organisme. C'est que simplement, encore une fois, de manière très naturelle, chacun décide dans ce qui est son intérêt. Et l'intérêt des institutions européennes n'est pas l'intérêt de la population française ou de la population espagnole ou de la population telle ou telle. Donc, c'est la grande différence entre la conception de l'Europe des nations ou de l'Europe fédérale. Et encore une fois, il n'y a pas qu'un seul type d'Europe, on doit pouvoir parler de l'Europe, on doit pouvoir en débattre sans se jeter des anathèmes, de manière tout à fait civilisée, calme et raisonnable. Et c'est normal que vous ayez plusieurs vision de l'Union européenne, plusieurs visions de l'Europe. L'Europe, c'est pas Tina, there's no alternative. Tina, there's no alternative. Il y a évidemment des alternatives. Vous avez plusieurs types d'Europe et c'est très important de pouvoir, encore une fois, en débattre de manière démocratique. Ce qui est sûr, c'est que nous allons vers une crise de l'euro et une crise qui va frapper l'Union européenne de manière extrêmement forte dans les mois qui viennent. Et puis, on verra bien si on en sort en allant vers beaucoup plus d'Europe fédérale. Ce sera évidemment le souhait de beaucoup. Et très souvent, les crises sont l'occasion pour nos europathes, nos européistes et les dirigeants technocrates européens de faire avancer, au contraire, l'intégration européenne. Donc, derrière les crises, vous avez aussi des avancées. Donc, il ne faut pas forcément trembler de peur, c'est pas loin de là la fin du monde ou forcément la fin de l'euro. Mais en tout cas, ça peut aussi être un redimensionnement de la zone euro, un départ d'un pays, un euro-exit, un Brexit de tel ou tel. On parle de la Hongrie qui évoque la possibilité aussi de sortir de l'Union européenne. Bref, tout ça, c'est possible, et puis on va affiner l'analyse au fur et à mesure de l'avancée des événements, mais ce qui est sûr, c'est que vous pouvez déjà anticiper une belle crise au sein de la zone euro. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Merci de me mettre un gros doigt de schtroumpf si vous avez aimé cette vidéo et de la partager. Vous pouvez me joindre et me suivre sur le compte @insolentiae sur Twitter. Pour tous ceux qui ont Twitter, n'hésitez pas à me suivre. Et puis en vous abonnant à la chaîne Le Grenier de l'Écho pour devenir vous aussi des grenésiennes et des grenésiens. Et puis en vous abonnant gratuitement à la lettre d'information sur le site insolentiae.com ou à la lettre payante stratégie si vous souhaitez aller plus loin. D'ici là, écoutez, prenez grand soin de vous, soyez prudents, prenez soin de vous et de vos sous. C'est pas facile actuellement, l'économie est bouillonnante. Elle est bouillonnante aussi bien en termes de risque de krach boursier que de risque sur la zone euro, que de risque géopolitique, que de risque énergétique. Donc vous voyez, la situation elle est très complexe, très évolutive, très mouvante, mais on est là pour en parler toutes les semaines et pour essayer de vous donner, à défaut de grandes vérités, au moins des points de réflexion, des points de vigilance qui vous permettront, je l'espère, de préserver au mieux vos intérêts personnels et ceux de ceux que vous aimez et de vos familles. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut les amis, prenez bien soin de vous.